Sous Charles le Téméraire, la ville continue de se développer. Le commerce est florissant et certaines familles bourgeoises deviennent particulièrement puissantes, à l'image de la famille Chambellan. Oui, je sais, leur blason dirait deux mains crochues qui essayent de choper une pièce de monnaie. L'un des principaux vestiges de la puissance de cette famille encore visible aujourd'hui est leur hôtel particulier, qui est du dernier cri de l'architecture de l'époque, le gothique flamboyant. Une allégorie de la renaissance culturelle est même présente avec une sculpture en haut de l'escalier à vis, avec la représentation d'un jardinier portant une hotte de laquelle sort une volute de végétaux renaissants, formant la voûte de la structure. Mais c'est pas tout, parce que les Chambellans, en plus, ils ont en partie financé la construction de l'église Saint-Michel et Saint-Étienne. Bref, cette famille, pour faire simple, si vous saisissez la référence, c'est les Médicis de Dijon, quoi. Et vu que les classes sociales ne se mélangent pas, le beauf des Chambellans se fait bâtir aussi une baraque bien cossue. C'est l'hôtel Thomas de Berbisey. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Thomas, il avait une certaine estime de lui-même. La preuve, il s'est fait représenter à côté du Christ, et histoire de bien marquer le coup, la statue le représentant est presque aussi grande que Jésus. Non mais regardez-moi ça, le type arque les guiboles pour faire style, il est un petit peu en vénération, mais c'est surtout que s'il se tenait droit, il serait plus grand que le Christ, quoi. Comme quoi, à l'époque, on n'avait pas Photoshop, mais ça empêchait pas littéralement de péter plus haut que son cul. Juste en dessous, on peut noter également la représentation du jardin d'Éden, avec un arbre autour duquel s'enroule un serpent qui, devinez quoi, à la tête d'une femme. Je crois que le message est tout à fait clair, le féminisme, c'était vraiment pas à l'ordre du jour. Et pour ce qui est du puritanisme, figurez-vous que de chaque côté de l'arbre de la connaissance se trouvaient Adam et Ève, mais à poil. C'est-à-dire sans même la petite feuille de vigne là. Et du coup, quand quelques siècles plus tard, les sœurs de Saint-Marthe s'installèrent dans cet hôtel avant d'aller à la clinique, le fait de passer tous les jours devant une petite quéquette, vous me croyez pas, ça passait moyen. C'est pour ça qu'elles ont décidé de détruire les deux statues, quoi. Sinon, la chapelle des Berbisey a également traversé les âges, et elle se distingue particulièrement par sa colonne torsadée unique dans la ville. Agrémenté de vignes et de chardons pour symboliser la force de l'union conjugale de Thomas et de sa femme Marguerite, dont les initiales sont gravées dans la roche et que l'on peut toujours voir aujourd'hui. Eh ben ouais, on peut être pété d'orgueil, ça empêche pas d'être romantique. Sinon, dans la catégorie grandes familles bourgeoises qui ont donné leur nom à des rues, on a aussi l'hôtel des Gaudrans, la famille étant notamment connue pour avoir filé toute leur fortune aux jésuites, ce qui leur a permis de bâtir ce qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale. Et pour rester dans la catégorie des hôtels de grandes familles bourgeoises, on a pu aussi voir apparaître à cette époque l'hôtel de Cirey, bâti par Jean de Cirey qui était ni plus ni moins que l'abbé de l'abbaye de Cîteaux, mais aussi l'hôtel de Thianges qui a été bâti par Monsieur Thianges, donc voilà. Et enfin l'hôtel des Bars, qui a la grande spécificité d'avoir ses poutres qui ont quitté Dijon pour aller s'installer carrément à Harvard. En effet, on les a vendus aux Américains en 1923. On va descendre maintenant d'un cran dans le luxe en s'intéressant cette fois-ci aux maisons, avec la maison Millière. Bâtie par le commerçant du même nom en 1483, elle est une bonne représentation de l'origine de l'expression trier sur le volet, car comme vous pouvez le voir au niveau des arcades, il demeure des balcons de pierre qui s'allongent suffisamment pour soutenir un volet. Car à l'époque, les étals de magasins qui avaient pignon sur rue, ça ressemblait à ça. La devanture était formée de deux volets, un vers le haut protégeant du soleil et un vers le bas sur lesquels on pouvait donc aisément disposer les marchandises à vendre en les triant de manière à ce que le client puisse trouver plus rapidement ce qu'il cherche, d'où l'expression « trier sur le volet ». Mais ce n'est pas tout, car cette maison a aussi servi de décor au classique du cinéma français Cyrano de Bergerac, où apparemment Depardieu aurait balancé au calme au propriétaire de la maison que sa fille, elle était vraiment pas mal, Autre petite précision, pour ce qui est des symboles de la maison avec le chat et le hibou, il faut savoir qu'ils ne sont pas de l'époque du Moyen-Âge. En effet, ils ont été rajoutés en 1928 quand la maison a été grandement restaurée. Une autre vieille baraque bien connue en ville qui est apparue aussi à cette époque est la maison aux trois visages, qui porte ce nom car elle a trois pignons similaires. Elle aussi témoigne de l'explosion du commerce à cette période. Il faut bien vous imaginer que, à l'époque, elle et toutes les maisons de son style étaient alors recouvertes de chaux blanches, dont la couleur avait la symbolique de la pureté, et donc de dire qu'il n'y avait pas de maladie dans la baraque. Mais c'est pas tout, car cette chaux avait aussi la vertu de protéger tous les morceaux de bois et de paille dans le torchis, qui auraient pu prendre feu très facilement. C'était donc aussi une manière d'inifuger la maison, tout en protégeant les poutres principales du temps et des intempéries. Enfin, jusque dans les années 30, où on a décidé de retirer cette peau protectrice laissant les os à nu, provoquant le travail d'un bois de plus de 600 ans qui gonfle, craque, se fissure, et ce sans parler des pigeons qui mettent en péril la façade à long terme.
Mais revenons à l'époque de sa construction, où une fois de plus le pognon généré par le commerce fait littéralement sortir de terre des rues entières, à l'image de la rue Verri. Elle est l'archétype de l'architecture qu'avait une rue commerçante au Moyen-Âge, la seule rue de Dijon où les façades à pans de bois se font face comme à l'époque. Cependant, une fois de plus, faut bien se rendre compte que le pavage actuel est bien au-dessus de l'original, qui était près d'1 mètre plus bas, avec tous les immondices au centre. Le long de cette rue commerçante sont représentés différents corps de métier de l'époque. Ainsi, on peut voir chasseurs, sculpteurs, architectes, luthiers, mais aussi une pietà. Et beaucoup plus étonnant, un Greenman, personnage du folklore notamment d'Écosse, témoignant des échanges entre le royaume d'Écosse et le duché de Bourgogne. Un autre exemple de ces échanges se trouve directement en Écosse au sud d'Édimbourg dans la chapelle Roslin, là où d'ailleurs a été tourné en partie le Da Vinci Code, et où on peut voir un cadeau du duc de Bourgogne au roi d'Écosse, qui n'est d'autre qu'une bombarde. En effet, le roi d'Écosse était marié avec la petite nièce du duc de Bourgogne. Donc, si jamais ça n'allait pas question mariage, il pouvait ainsi la renvoyer directement dans son duché. Bref, pour en revenir à la rue Verri, et cependant malgré qu'elle lui ait donné son nom, aucune sculpture de travailleurs du verre ne se trouve dans cette rue. Et pour finir avec la rue Verri, on peut également citer l'auberge de la Croix de Fer, qui s'appelait comme ça parce que... il y avait une grosse croix de fer dessus, tout simplement. Aujourd'hui boutique de chocolat, mais hier on y trouvait le gîte et le couvert.